Bonjour à tous. Donc, merci pour votre participation à ce webinaire qui a pour thématique déployer le solaire avec les agriculteurs au cœur des projets, qui va être présenté par les agriculteurs solaires et notamment avec Monsieur Grégory Grelet, fondateur et président de cette société. Ce webinaire est enregistré. Si vous souhaitez communiquer dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, écoutez, je vais laisser la parole aux agriculteurs solaires qui vont donc présenter comment en fait développer l'autonomie protéique, l'autonomie énergétique des exploitations agricoles pour produire de l'énergie, la stocker et l'utiliser au sein de l'exploitation agricole. Et il y aura aussi une partie plus sur l'agrivoltaïsme et les facteurs clés de succès pour développer ce procédé sur les exploitations agricoles. Donc, je vous laisse la parole. Merci Claire. Bon, bonjour à tous et merci d'être présents. Donc, Grégory Grelet, fondateur des agriculteurs solaires il y a 3 ans, issu d'une longue carrière dans les énergies renouvelables. On a souhaité, avec deux associés agriculteurs, mais on vous représentera un petit peu plus en détail la structure, s'associer pour trouver le bon compromis entre énergie et agriculture et faire en sorte que les exploitations agricoles puissent se développer avec la production solaire et travailler sur leur autonomie énergétique pour se rendre plus résiliente et plus forte. Et avec moi, j'ai Maoussé Deglo. Bonjour, enchanté, Maoussé, donc chargé de développement au sein des agriculteurs solaires, de formation justement dans le milieu de l'énergie. Je travaille avec Grégory donc sur le développement de la société à l'échelle de la France. Donc, moi aussi, prendre des notes, n'hésitez pas à poser des questions pendant la présentation auxquelles on pourra répondre ponctuellement et plus longuement à la fin de la présentation si elles sont plus complexes. Donc, l'introduction pour rentrer en lien avec l'objet du séminaire et de la semaine de VGPolis, c'est de travailler sur effectivement l'autonomie énergétique des exploitations, la production d'énergie dans nos territoires, en France, dans nos départements et dans nos exploitations, en vue d'avoir une résilience plus forte. Et cette dynamique, elle est vraiment importante à l'échelle de la France, à l'échelle mondiale. On parle d'électrification des usages. L'idée pour chaque pays, c'est de se renforcer avec la production d'énergie dans son territoire, en vue d'être moins dépendant des énergies fossiles, d'un objectif climatique, mais aussi géopolitiquement en vue d'être plus indépendant par rapport à des tensions avec d'autres pays comme on a pu en subir ces dernières années. Donc c'est aussi un message du RTE, du réseau de transport électricité, qui répète depuis 20 ans que les énergies renouvelables sont une plus-value pour le système énergétique français et qu'on en a besoin pour tendre vers la stratégie bas carbone sur laquelle s'est fixée la France. Donc c'est dans cette logique-là qu'on répond à ces besoins, puisqu'on a connu une crise de l'énergie en 2023 qui a été très importante. On a tous subi, y compris les entreprises et les exploitations, l'augmentation des prix de l'énergie. Et c'est aujourd'hui pour ça qu'il y a un intérêt fort pour les entreprises, pour les exploitations, de sécuriser les prix de l'énergie en produisant soi-même de l'énergie, et notamment solaire. Donc l'agrivoltaïsme, qui est un des nouveaux moyens de produire de l'énergie de manière significative dans une ferme, et qui est un marché nouveau, et a fait l'objet, je pourrais y revenir plus en détail, certains interlocuteurs présents aujourd'hui connaissent sûrement le cadre réglementaire qui est très complexe, qui a été imaginé il y a 2 ans par l'État, en 2023, avec une loi qui, en premier lieu, dit, et c'est important, c'est un apport secondaire de production d'énergie à une production primaire agricole. Il faut vraiment que ce soit dans cette logique qu'on veut mieux produire et mieux développer la ferme avec l'apport de ces nouveaux projets. Il ne faut pas que ce soit un projet alibi, on pourra revenir sur cette notion-là. D'où la création d'une loi assez conséquente. Vous voyez ici deux exemples d'installations qui sont assez parlants. À droite, on voit des trackers, qui sont des panneaux solaires qui vont bouger d'est en ouest. Et à gauche, on voit les structures fixes, qui sont des sortes d'ombrières, qui peuvent protéger des animaux. Et donc là, on a une double activité qui est assez évidente. Produire de l'énergie, consommer très peu d'espace, puisqu'on n'enlève pas d'espace à la parcelle, et avoir de l'abri pour les animaux. Les éleveurs qui le savent très bien savent que les vaches sont en inconfort thermique au-dessus de 25 degrés. Donc, elles ont besoin des différents éléments pour avoir de l'ombrage, que ce soit des arbres, puisque ça peut faire l'objet d'agroforesterie en parallèle, mais aussi de ce nouveau type d'installation. Et c'est un marché extrêmement conséquent. On estime que dans les objectifs qui sont définis ou qui ont été en cours de définition, puisqu'on attend toujours la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, on pourrait y revenir aussi, qu'on stable environ en France sur l'atteinte des objectifs sur 25 gigawatts d'agrivoltaïsme
parmi les 50 gigawatts de solaire qui sont programmés dans les 20 ans à venir. Donc c'est un marché très conséquent. Et s'il y a un message peut-être aussi temporaire à vous donner, je reviens tout juste d'Energaia et on a observé le convention sociale dans les énergies renouvelables qui est très important à Montpellier mi-décembre, qui avait une dynamique très forte dans le monde entier sur l'agrivoltaïsme. Donc la France a été un peu précurseur, et l'Allemagne, l'Italie ont des objectifs très importants, le Japon, et il y a une vraie dynamique mondiale sur ce sujet, y compris aux États-Unis. Et ça, c'est un point intéressant, malgré la politique américaine et la volonté de faire plus d'énergie fossile. C'est vraiment le solaire qui se développe parce que le marché le veut, parce qu'économiquement c'est prêt aussi aux États-Unis. Donc dans le monde entier, il y a une dynamique qu'on a pu constater encore ce mois-ci. Pour résumer, sur ce résumé, comment fonctionne la double activité, donc on voit sur le schéma de droite des panneaux qui sont surélevés, qui permettent le passage des animaux avec pas mal de modalités techniques. Et les champs d'agriculture s'assurent que c'est vraiment compatible. Il ne faut pas que l'animal puisse percuter le bas du panneau ou qu'il y ait des éléments électriques qui dépassent. Donc ça fait l'objet d'une conception toute spécifique. Mais les deux usages principaux sont ceux-ci: protéger les animaux, protéger des cultures, notamment sur de la vigne. C'est quelque chose qui est assez demandé sur les vignerons du sud de la France qui ont vraiment des gros problèmes de rendement, d'avoir plus d'ombrage. Et globalement, cette production d'énergie va permettre de rendre d'autres services à la ferme, comme par exemple alimenter d'autres équipements électriques, un séchoir pour certains agriculteurs qui sont très consommateurs d'énergie. Mais le concept de base par rapport à une centrale au solaire conventionnelle, et c'est très important, c'est que les panneaux vont être surélevés et écartés pour permettre le passage dans un agricole. Il faut qu'il le soit de manière assez conséquente pour qu'il y ait une vraie compatibilité, que ça ne nuit pas l'exploitant agricole dans sa pratique agricole. Donc voilà, c'est aussi très important cet aspect-là pour les champs d'agriculture sur l'appréhension de ces projets. Ça, c'est le spectre global de toutes les technologies agrivoltaïques qui peuvent être envisagées. On voit aussi des installations sur vignes, sur horticulture, avec la pratique que plus la production agricole est haute, plus la structure va être haute, avec un coût de revient assez conséquent. Donc, il y a aussi un enjeu en fait de service à l'agriculture, c'est évident, mais de compétitivité de l'installation. On peut imaginer une protection solaire à 8 mètres de haut, mais si derrière elle est infinançable parce que son coût de revient est trop élevé, ça n'a plus de sens. Nous, on travaille principalement sur des trackers monopieux surélevés, qui nous semblent être la meilleure technologie de ce qu'on a échangé aussi avec les chambres pour avoir cette compatibilité. Un simple mot sur la notion d'autoconsommation collective, puisque c'est aussi un facteur d'acceptation qui est assez important, la notion de produire de l'énergie dans les territoires et d'essayer de l'autoconsommer dans le territoire en circuit court. Ça, c'est vraiment une clé d'acceptation qu'on applique aussi au projet agrivoltaïque. Donc, l'objectif, c'est qu'un champ solaire puisse être autoconsommé localement au circuit court via le réseau de distribution et dans un périmètre qui est déterminé entre 2 et 20 km autour du point de production. On peut donc partager l'électricité produite avec des acteurs qui en auraient besoin, notamment des collectivités ou entreprises très consommatrices. Et ça, dans une logique de territoire, c'est vraiment une approche qui est appréciée des élus avec lesquels on travaille. Pour résumer la vision aussi sur l'autonomie énergétique, ou du moins comment est-ce qu'on peut utiliser la production d'énergie, on a fait venir un des premiers tracteurs électriques de moyenne puissance dans nos fermes, qui est encore en développement pour être précis. Mais l'objectif, c'est effectivement d'avoir un moyen de production de 1 à 20 mégawatts, ça dépend de la taille du projet, le nombre d'agriculteurs, puisqu'on essaie aussi de travailler en collectif de plusieurs agriculteurs, et de viser l'utilisation de la production électrique pour alimenter les usages de la ferme et pourquoi pas demain même stocker l'électricité dans le tracteur, puisque ceux qui connaissent bien l'exploitation savent que un tracteur reste très souvent stationnaire et grosso modo il est entre 80 et 90% du temps stationnaire à la ferme. Quand il n'est pas utilisé, il peut servir aussi de stockage et grâce à la batterie de grande taille qu'il comporte. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme, le VTG. C'est quelque chose qu'on va entendre de plus en plus. Jusqu'à présent, on avait un réseau électrique qui produisait et qui fournissait l'électricité dans une logique descendante. Aujourd'hui, la notion, elle est bidirectionnelle. C'est-à-dire que nos maisons, nos territoires produisons de l'énergie et on aura aussi la capacité d'envoyer l'électricité sur le réseau. C'est le cas, par exemple, avec des toitures solaires. On revend toute l'électricité souvent sur le réseau historiquement. Et désormais, le système change puisque l'État nous invite à autoconsommer
C'est ce que je vous expliquais avec l'autoconsommation. Et d'ailleurs, les changements d'aide tarifaire vont dans ce sens. Et donc demain, on aura des véhicules to grid, des voitures, peut-être des tracteurs qui enverront l'électricité aussi au réseau. Vous avez peut-être suivi la Renault 5 électrique, qui est le nouveau modèle phare de Renault. C'est le premier modèle de voiture à prévoir cette possibilité. Elle a cette capacité à renvoyer l'électricité sur le réseau et avoir une gestion, ce qu'on appelle la flexibilité et de l'offre entre la production d'électricité et la consommation, qui puisse aussi être pilotée avec ces moyens de stockage. Pour en revenir rapidement sur qui nous sommes, donc on a 4 associés au profil complémentaire. Moi-même, je me suis présenté. On a 2 agriculteurs qui se sont associés dans cette logique de dire comment est-ce qu'on peut avoir des projets pertinents, qui ont du sens à la ferme. Ça nous permet aussi d'accompagner d'autres agriculteurs sur leurs projets agricoles et comment on intègre une production d'énergie à cela. Et on a beaucoup travaillé avec les syndicats agricoles en ayant aussi un associé qui travaille chez les jeunes agriculteurs de la région centre. Ça nous a permis de bien comprendre les attentes des syndicats et de comment répondre à toutes les craintes qui étaient relativement justifiées, puisque la peur, quelque part, c'était que les agriculteurs arrêtent de faire leur métier premier pour faire de la production d'énergie. Heureusement, grâce à la loi, ce n'est pas possible et il faut bien prévoir une coactivité et maintenir l'agriculture pour pouvoir et réaliser ces projets. On a aussi une spécificité de travail importante sur le format des projets, je vais y revenir juste après. L'objectif, c'est d'avoir des agriculteurs qui participent au développement, qui prennent une participation au capital potentiellement, qui investissent du temps de travail dans le développement et ça donne du sérieux, du crédit dans l'élaboration du projet. Et avec cette méthode, l'ambition, c'est d'avoir un taux d'acceptation qui est bien meilleur. Je fais le parallèle avec l'éolien, par exemple, où c'est une très belle énergie, mais qui a aujourd'hui une difficulté d'acceptation et de taux de réussite des projets. En ayant des projets agrivoltaïques avec des agriculteurs qui le portent et les différents aspects qu'on nous a apportés, on vise un taux de réussite qui est bien plus important. Et aussi, bien sûr, en lien avec les concitoyens qui ont aussi la possibilité d'investir dans ces moyens de production. Pour résumer la différence qu'on porte et la méthodologie qu'on veut vraiment appliquer, je vais vous raconter une anecdote. J'ai aussi historiquement longuement travaillé sur l'éolien et un jour je rencontre un maire qui me dit bah, j'ai un permis de construire sur mon bureau, je n'en ai jamais entendu parler. C'est-à-dire que les 2, 3 ans d'études qui ont été nécessités n'ont jamais été présentés au conseil municipal et au maire. Or, c'est une méthode qui est très complexe et qui n'a pas de chance d'aboutir sans concertation et sans vraiment implication dans le territoire. Donc, lorsqu'on a ce schéma-là qui est ici affiché et qu'on a un manque de lien avec tous les acteurs décisionnaires, ça donne beaucoup plus de difficultés de réussite, de chances de réussite, pardon, au projet. La volonté qu'on a, c'est celle-ci, d'associer l'agriculteur, et on l'a déjà entrepris sur plusieurs développements, au capital de la société locale qui porte le projet, et d'avoir un lien direct avec tous les acteurs du territoire, notamment les acteurs agricoles, pour vraiment s'impliquer dans une logique de besoins agricoles locaux. Si on fait évoluer l'exploitation d'une ferme, c'est son itinéraire de production, ses productions, il faut que ça corresponde aux besoins du territoire, d'où l'intérêt d'être bien ancré dans celui-ci. Donc, si on résume nos spécificités, la façon un peu différente dont on envisage ces projets dans les fermes, comment développer le solaire, ben, c'est d'avoir une vraie finalité. Donc, l'agriculteur qui n'a pas participé au capital de la centrale agrivoltaïque qui va être développée, d'avoir une notion de partage d'électricité avec les territoires via l'autoconsommation, de travailler sur une consommation la plus forte possible de la ferme, de l'énergie produite, et en vue de faire la transition vers du machinisme électrique. Et enfin, d'utiliser bien sûr le chantier du parc solaire pour réimplanter des linéaires de haies et prévoir toutes les mesures possibles sur des réintroductions de biodiversité. Notamment, ce qu'on envisage nous, c'est d'avoir des linéaires de bandes fleuries sous les linéaires des panneaux qui puissent aussi servir d'auxiliaires de culture sur des exploitations en bio, par exemple. Comment est-ce que cela fonctionne concrètement? L'agriculteur peut prendre une participation minoritaire au projet. L'idée, c'est que plus qu'il investisse du temps que des éléments financiers ou de la trésorerie, parce qu'il y a quand même un risque assez important. C'est aussi pour ça qu'on essaie de mutualiser les projets avec plusieurs exploitations en commun. Donc, sur les faits, on a une structure mère, les agriculteurs solaires, avec mes associés agriculteurs, et ensuite des filiales où les agriculteurs ont pris des participations, puisque chaque projet nécessite la création d'une SAS, d'une structure dédiée, comme ce sont des projets d'ampleur qu'on domicilie à l'adresse de la ferme.
En termes de valorisation, puisque bien évidemment, ce sont des projets qui ont du sens, qui sont destinés à produire de l'énergie verte, mais ils ont aussi un intérêt fort que de générer de nouveaux revenus pour les territoires, pour les habitants et pour l'agriculteur en lui-même. C'est bien sûr un enjeu premier de diversifier les agriculteurs qui sont pour beaucoup en difficulté financière, notamment du côté des éleveurs bovins, où il y a une vraie décapitalisation en cours. C'est un souci majeur, la fin des exploitations bovines. Et là, c'est une des cibles, par exemple, en région Pays de la Loire, la Chambre d'agriculture a priorisé l'installation de solaire sur des fermes d'éleveurs bovins pour éviter freiner ce mouvement massif et qu'ils puissent avoir un second revenu et en plus un apport direct qui améliore le bien-être des animaux et donc qui répond en ce sens à la loi. Donc en synthèse, les communes perçoivent de la fiscalité, comme toute entreprise présente sur un territoire. La centrale constitue une entreprise et va générer des recettes fiscales à hauteur de 5 000 euros par mégawatt. Si on a une centrale de 10 mégawatts, j'ai moyenné vraiment pour les gens qui connaissent les chiffres, parce que c'est différent sur les 20 premières années des 20 suivantes. Mais si on a une centrale de 10 mégawatts, on a environ une retombée de 50 000 euros de fiscalité pour les collectivités locales et une partie pour le département. Elles ont la possibilité maintenant aussi d'investir, potentiellement, de prendre une participation dans ces moyens de production. Et bien sûr, c'est quelque chose qu'on propose aux habitants, à la fois de consommer l'électricité, notamment avec des entreprises qui ont des gros besoins énergétiques localement, mais aussi d'investir dans la centrale de manière minoritaire, plutôt sur un deuxième terme qui est la construction, c'est-à-dire l'élaboration de la centrale, là où la vision est concrète, alors que l'agriculteur, lui, peut s'engager dès le début du projet sur l'élaboration et donc, on est amené à travailler 3 ans avec lui sur la conception, les études du projet, l'instruction de celui-ci. Et in fine, il peut percevoir à la fois un loyer lié à la présence des panneaux pendant les 40 ans d'exploitation, mais aussi très rapidement et concrètement le fruit de son travail de développement à nos côtés, lorsque l'autorisation est prête à construire et qu'elle est autorisée. Parce que ça nécessite effectivement énormément d'études. On y reviendra juste après. L'objectif tiers, bien sûr, il est de faire diminuer les charges énergétiques de la ferme, notamment en anticipant la fin de la détaxe du gasoil agricole, puisque les exploitations agricoles bénéficient d'un gasoil détaxé. C'était un des objets de leur manifestation et des oppositions, c'est de mettre fin à cette détaxe. C'est une aide indirecte aux énergies fossiles, donc ça n'aurait plus lieu d'être. Mais on comprend bien que pour les agriculteurs, il faut pour l'instant qu'ils continuent à payer le gasoil 1 euro le litre et non pas le même prix que le grand public, si on ne veut pas encore empirer le bilan d'exploitation. D'où l'idée de travailler sur cette transition avant que le gasoil agricole soit de nouveau taxé, puisque c'est le sens de l'histoire. Très succinctement, le calendrier de réalisation d'un tel projet, c'est environ 4-5 ans d'études, avec un volet désormais agricole très fort sur ces centrales de type agrivoltaïque. Donc l'agriculteur travaille avec nous en amont sur la conception, sur la partie marron, qui est vraiment le développement du projet, qui distingue la phase de construction et d'exploitation, qui est là tout autre métier, qui est de valoriser l'énergie produite. Et donc, on tape sur 30 à 40 ans d'exploitation pour ces moyens de production. La première centrale solaire en France, d'ailleurs, sur un refuge dans les Alpes, a 40 ans et fonctionne toujours. Sur les partenaires qu'on a, puisque c'est important, on l'a dit, de travailler en lien avec les acteurs agricoles qui sont vraiment centrales et essentiels pour à la fois superviser ces projets, mais aussi bien les concevoir. On a rencontré beaucoup de champs d'agriculture. On est encouragé dans notre méthode par le président de la Chambre d'agriculture nationale lui-même, qui a d'ailleurs fait un communiqué en ce sens dans la presse en disant qu'il souhaitait, grosso modo, les champs d'agriculture aujourd'hui sont ouverts à ces développements, mais ils sont très vigilants sur la façon dont ils sont procédés. Et le président de la Chambre nationale a dit qu'il souhaitait que les agriculteurs soient associés au développement, puissent investir, tout comme les habitants locaux, pour avoir des projets qui soient bien acceptés. Donc, c'est vraiment une base de notre méthode qui a été reprise par beaucoup de chambres d'agriculture. On a aussi le soutien des élus locaux sur pas mal de nos projets, puisque c'est vraiment une clé importante. C'est que le maire de la commune, les acteurs du territoire doivent participer au développement, ou du moins avoir une concertation avec ces acteurs pour qu'ils soient bien acceptés. On participe, on a la chance au programme national de recherche de l'INRAE, puisque l'État a un programme national de suivi de l'agrivoltaïsme, qui est encore une technologie nouvelle, pour compiler les recherches
et surtout les résultats d'études des productions agricoles qui seraient faites sous les panneaux. On commence à constater de manière, avec plusieurs études, que les productions de fruits rouges seraient favorables à l'ombrage, euh, et notamment la vigne dans le sud de la France. Donc c'est pour nous une chance et une volonté de travailler sérieusement que de participer à ce programme de recherche qui comprend des universitaires, des institutions et quelques entreprises qui ont souhaité participer, de nos structures. Et enfin, on est entreprise à mission avec cette logique de faire des vrais bons projets de territoire en impliquant les agriculteurs et avec cette dimension d'acceptation locale où on co-conçoit le projet et avec un co-investissement local aussi. Sur les bénéfices que ça peut engendrer, puis après on parlera aussi des points de vigilance, hein, parce que c'est quand même des installations qui posent beaucoup de questions. Vraiment, la réussite est accentuée quand on a une accentuation en circuit court du projet, que ce soit dans sa façon d'être conçu, mais aussi dans la façon de consommer l'électricité. L'implication avec le monde agricole et le co-développement est très important en termes notamment de syndicats qui sont très impliqués dans l'élaboration de ces projets. Et puis l'investissement local avec les acteurs aussi une clé d'acceptation. On a par exemple un comité de suivi qui est mis en place sur tous nos projets qui permet de se réunir avec la Chambre, les acteurs de terrain, les associations, les élus et les agriculteurs au sein d'un même comité, 3 à 4 fois par an. Et c'est vraiment aussi un cadre de dialogue qui est appréciable et qui nous permet de concevoir les projets de manière sereine jusqu'à présent. Euh, il faut aussi évoquer le fait que c'est un sacerdoce administratif. Bon, c'est une spécificité française, on peut en plaisanter, mais c'est aussi une volonté d'avoir des projets qui soient bien cadrés. Donc, on a une loi qui est assez conséquente et c'est des milliers d'heures de travail pour faire des études sur toutes les thématiques, concevoir une étude d'impact sur le projet en lui-même, aussi une étude d'impact sur l'économie agricole liée à l'évolution de la ferme. Donc, c'est un projet qui doit être vraiment conçu avec beaucoup de travail en amont, beaucoup d'implications locales, et ce qui permet sa réussite. En termes d'utilisation locale de l'électricité, voici quelles sont nos ambitions et sur quoi on travaille. L'objectif, c'est vraiment de donner du sens à la production d'énergie locale en favorisant tous les usages possibles. Dans les fermes, par exemple, on a aussi beaucoup de production au gaz. On peut imaginer commencer progressivement à substituer sur la partie électrique et notamment le solaire qu'on produit à la ferme. Donc l'objectif, c'est bien que l'agriculteur il autoconsomme le maximum d'électricité et qui consomme moins de pétrole, qui, vous le savez, vient de très loin. On peut aussi utiliser à terme le tracteur pour stocker l'électricité et augmenter le taux d'autoconsommation. S'alimenter à partir du solaire, c'est possible, oui, mais en journée. Derrière, comment est-ce qu'on peut élargir cette plage d'utilisation en stockant l'électricité? C'est l'enjeu sur lequel on travaille et on se positionne, grâce notamment à la présence soit de batteries, soit d'un tracteur qui contiendrait lui-même des batteries. Le quatrième point, il est plus prospectif, mais on peut aussi l'imaginer, et on commence à en discuter avec les élus locaux, avec les Enedis, qu'il y ait un point de recharge dans la ferme qui soit public, qui puisse être accédé par les gens du territoire. Sur un de nos projets, on a une grosse départementale qui passe, aucun point de recharge à proximité. On pourrait imaginer, et c'est déjà le cas sur certains projets, que la production solaire alimente une installation de recharge de véhicules électriques, ce qu'on appelle IRVE. Donc c'est aussi une finalité plus prospective, mais qui est intéressante. Donc en conclusion sur ce premier élément, et on pourra revenir sur pas mal de sujets. On a aujourd'hui un projet qui est vraiment très intéressant, une possibilité de faire de la production d'énergie dans les fermes qui participe à la diversification, qui pourra par contre aider un certain nombre d'exploitations, mais peut-être pas toutes. Voilà, que ce soit en toiture ou sous forme d'ombrière pour des volailles ou sous forme de plus grands projets agrivoltaïques. La production d'énergie, c'est une diversification qui est vraiment intéressante pour les territoires et pour les exploitations. Encore faut-il qu'elle soit bien faite, qu'elle soit concertée. La méthode qu'on a proposée aujourd'hui, elle a été répliquée par certaines formes, avec grand plaisir. On a fait une volonté d'élaborer en conception cette méthode, concertation avec les formes. Et enfin, on a aujourd'hui des premiers avis favorables sur les projets, et qui a été monté un collectif sur le projet.
qu'est-ce que c'était, mais c'est aussi une des bases de notre méthode. Le troisième axe fort, au-delà de cette transformation de la participation de l'expérience capitale, c'est d'avoir des collectifs d'experts qui se trouvent de réfléchir collectivement à comment ils peuvent interagir entre les exploitations, des synergies. Là, sur un autre projet, par exemple, 4 agriculteurs vont financer un CESOIR. On va le financer notamment. On a un petit problème de son sur les fils. Ça a l'air d'aller. Je vais décider sur un peu plus long pour un. Le son est, excusez-moi, Grégory, le son est toujours pas très bon. Ce qui est étrange, c'est que c'était très bien jusqu'à présent. Et depuis 1 ou 2 minutes, là, ça grésille beaucoup. Est-ce que c'est mieux ainsi? Oui, c'est mieux, oui. Changer de micro. Alors, par contre, on vous entend de très loin, donc j'imagine que peut-être si vous pouvez vous rapprocher. C'est-à-dire qu'on avait effectivement eu des premiers avis favorables sur ces premiers projets. Et le point que j'explicitais en complément, oui, c'est la notion de collectif d'agriculteurs, où sur ce projet, on a 5 agriculteurs qui vont utiliser en commun un séchoir qui va améliorer leur production et qui sera alimenté à partir d'énergie produite localement. Donc voilà, des projets qui ont du sens, qui doivent être bien conçus, ont d'autant plus de chances d'être acceptés, c'est ce qu'on essaye de faire. Et maintenant, attentif à vos questions et questionnements sur une première question. Donc sur l'aspect, c'est Gigro qui nous demande sur les grandes cultures. C'est une excellente question. Comment y répondre de manière complète? En fait, il faut déjà prouver qu'il y a une plus-value possible sur la culture en question. Par exemple, venir protéger du blé dans la Beauce, je ne suis pas sûr que ça ait grand sens. Et d'ailleurs, la réponse, ça me paraît assez évidente. On a une région qui a de très bons rendements, des exploitations qui fonctionnent bien, il y a moins d'intérêt à aller protéger ces cultures. Donc, tout dépend du type de culture, la géographie et le type de sol. Donc, les résultats peuvent être très différents. Et c'est pour ça que dans l'élaboration d'un projet, les premières étapes, c'est de réaliser des sondages pédologiques sur la constitution et la qualité du sol pour anticiper l'impact sur le sol. Donc, il y a des productions qui sont clairement privilégiées, certains types de maraîchage, la vigne dans le sud aussi qui a beaucoup de mal à maintenir ses rendements. Voilà, sur du blé dans des régions qui fonctionnent très bien, ça a moins de sens. Mais c'est envisageable, par exemple, sur des systèmes polyculture élevage. On a de la production de luzerne à la ferme, qu'on alimente pour les animaux. Là, il peut y avoir un intérêt sur la luzerne. C'est un des projets qu'on a, par exemple. Donc, sur la superficie, c'est aussi une très, très bonne question. Et je vais me parler de l'enjeu un peu plus large. Les champs d'agriculture aimeraient idéalement que 400 000 exploitations en France aient tous un petit solaire chez eux de taille modérée. Ça se confronte en fait à une injonction inverse de l'État. Aujourd'hui, l'État nous demande de produire à moindre coût. Et en fait, plus on fait petit, plus le coût de revient il est important. Donc l'État avait encouragé sur un tarif spécifique pour des petites installations. Finalement, il n'a jamais eu lieu. C'est ce qu'on nous avait promis en début 2025. Donc on a une difficulté à rentabiliser, concrètement à financer des petites installations. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut envisager des tailles de 1, 2, 3 hectares, mais il faut s'attendre à ce que la complexité soit beaucoup plus grande en termes notamment d'accès au réseau, de compétitivité, puisque ces installations font l'objet d'appels d'offres de l'État, et que vous ayez une centrale de 1 ou 2 hectares ou de 40 hectares représentant un peu moins de surface de panneaux, mais quand même sur une surface plus conséquente, ils participeront au même appel d'offres de l'État. Et donc, par définition, ils seront moins compétitifs. Donc, pour faire une réponse concrète, nous, on aime bien travailler sur une superficie d'une vingtaine d'hectares, qui permet déjà de travailler. Mais on travaille aussi sur un modèle alternatif qui est pour l'instant encore difficilement réalisable, de 1 MW par exploitation. Dans les faits, voilà, pour être très concret, aujourd'hui, on a du mal à financer ces solutions-là, alors que des plus gros projets, par effet de masse, sont plus facilement finançables. Mais attention,
ne faut pas tomber dans l'excès inverse, et c'est parfois ce qu'ont pointé les chambres. Des méga projets de taille trop importante, c'est tout de suite une acceptation difficile. On a vu un article de presse il n'y a pas longtemps, c'était un projet de 100 hectares avec un gros énergéticien qui était pas français en plus. Donc dans les territoires, ça fait peur, ce genre d'approche. Donc voilà, des projets bien dimensionnés qui correspondent aux besoins de la ferme. Par exemple, si un éleveur a 200 moutons, et ben, ça dimensionne le besoin aussi en ombrage qui doit être fait. Et donc ça, c'est l'objet des études qui sont faites, et notamment de l'étude pré-agricole qui doit bien dimensionner ça. Donc une vingtaine d'hectares préconisés, si possible en collectif. Voilà la réponse en synthèse. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? N'hésitez pas, si vous en avez, à les poser dans le chat ou même Après, directement. je ne sais pas si vous avez noté des questions de l'autre côté ou dans Euh, le chat. Alors, moi, j'en vois pas d'autres. Après, j'en ai une. Vous m'entendez bien? Moi, j'en ai une, s'il vous N'hésitez pas en plaît. tout cas à ouvrir la Allez-y. discussion puisque Donc, Antoine Malafos, il je reste plein suis d'autres sujets enseignant évoqués, dans... mais on a fait synthétique pour Allô? ne pas vous perdre dans les Oui. détails. Il y a aussi une Allô, réglementation je vous entends bien, mais j'ai statutaire qui l'impression que pourrait Grégory nous entend pas, en un fait. petit peu vous détailler. Alors, attendez. Hop. Excusez-moi, il y a une personne qui vous posait une question, mais vous n'entendiez pas. Est-ce que la personne qui posait la question, vous pouvez la reposer, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Donc, je suis Antoine Malafos, je suis enseignant à l'ISTOM, école d'ingénieurs à Donc, on peut Angers, entendre. et je fais un... Non, vous m'entendez pas? Si, on vous entend. Allez-y. Et donc, je fais un master sur l'environnement et l'énergie. Je suis très intéressé par ces questions d'agrivoltaïsme et surtout le côté concret. Donc, j'ai deux questions. La première, c'est sur les délais. Vous parlez d'un délai de 4 années, ce qui est un délai très important. Est-ce que vous voyez dans un avenir proche, ou en tout cas dans le développement de votre entreprise, une perspective d'améliorer ces délais pour que, effectivement, ça soit plus efficace en termes de développement? Et la deuxième question, c'est juste pour savoir le statut de votre organisme. Est-ce une entreprise, une association? Je n'ai pas compris. Merci. Eh bien, avec plaisir. On s'est constitué en SAS. Donc, on a une approche, effectivement, on invite les agriculteurs à réfléchir en collectif, à pas seulement investir à plusieurs, mais l'objet de structuration, c'est bien des sociétés, y compris chaque projet solaire fait l'objet d'une nouvelle société qui est créée à l'adresse de la ferme, effectivement. Sur les délais, j'ai envie de vous dire, pour faire un mot d'humour, qu'il faudrait dans ce cas-là travailler dans d'autres pays pour que ce soit plus court. Mais en France, on a une administration qui est une façon d'instruire les projets qui est assez conséquente, que d'ailleurs, qui a aussi du sens pour faire des projets de qualité. Donc non, on pourra difficilement réduire les délais administratifs. Euh, pour vous le synthétiser, il faut environ 18 mois d'études incompressibles. Il faut faire 12 mois d'études minimum sur une étude 4 saisons sur la faune et la flore locale. Il y a aussi des études conséquentes sur le paysage, sur toutes les thématiques, la structure du sol, qui sont résumées dans l'étude d'impact. Et ce travail est effectivement conséquent, il prend de 18 à 24 mois. Derrière, il y a au moins un an d'instruction par les services de l'État. 20 services qui sont sollicités pour avis, une CDPNAF qui doit se réunir, une enquête publique qui doit avoir lieu. Et dans les faits, cette instruction, elle prend souvent plus de 18 à 24 mois. Et derrière, le principal souci, on l'a un peu évoqué, mais c'est aussi un enjeu, le raccordement de la centrale. Construire les câbles jusqu'au point de connexion. Là, il y a aussi des délais de EDF et de RTE. Alors, c'est RTE précisément, et Enedis qui font les raccordements. Ils sont très longs. Et là, on peut rajouter 1 ou 2 ans. Donc, on peut difficilement réaliser un projet en moins de 4 ans, effectivement. D'accord, merci. Donc, vous envisagez un développement à l'international? Non, c'est une très Pas bonne du tout. question. Notre spécificité, elle est plutôt de travailler avec des agriculteurs français, dans une connaissance de l'agriculture française. Donc notre ambition, pour l'instant, elle est vraiment de faire des bons projets, un nombre modéré. On n'est pas parti dans la quantité, mais dans la qualité. De déjà prouver
à, à l'échelle de 2, 3 projets différents en vue de les répliquer, mais de se spécialiser pardon, sur le contexte français, les spécificités de l'agriculture de chaque région. Voilà, c'est notre ambition et donc on est localisé à Orléans et à Bordeaux. Voilà. Ok, merci. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Alors, je vais en poser une, si vous m'entendez bien, donc qui est volontairement un poil à gratter. Est-ce que tout à l'heure, vous présentiez des panneaux photovoltaïques qui permettaient d'abriter les animaux du soleil? Est-ce que finalement, il ne serait pas plus utile, par exemple, de mettre un arbre ou des arbres qui protègent les animaux du soleil? Ça permettrait en même temps de décarboner. Et indépendamment de ça, en fait, est-ce qu'il n'y a pas des risques de surchauffe en fait de ces panneaux lors des canicules avec des baisses de performance très importantes, ce genre de choses? C'est effectivement une bonne question. Il faut y avoir il peut y avoir des arbres et c'est un complément, j'ai envie de dire, ou une approche différente. L'ombre ne va pas être exactement la même. Sur les panneaux, on va plus avoir une ombre à l'aplomb du soleil. Et pour vous donner un exemple concret, on a un éleveur bovin avec qui on travaille, qui envisage les deux. C'est-à-dire qu'on a 8 hectares d'ombrières solaires qui sont envisagées sur son élevage en place. Et à côté de ça, on profite des travaux pour installer 10 hectares d'agroforesterie en plus. Donc les deux aspects peuvent être travaillés en parallèle. Et par contre, non, il n'y a pas de surchauffe sous le panneau. Au contraire, c'est plutôt le bénéfice inverse qui est déjà observé. Ça crée un microclimat plus favorable, une baisse de la température à l'aplomb des panneaux, puisque l'ombrage qui est situé à 2,50 m, ou le panneau qui est situé à 2,50 m, permet de rafraîchir le sol, et ça, c'est plutôt une plus-value qui est avérée aujourd'hui. Il y en a même les premières observations, mais encore une fois, je modère ça avec la géolocalisation de chaque projet et le type de sol de chaque projet. Mais globalement, sur les différentes analyses qui ont déjà été réalisées, l'herbe pousse mieux sous les panneaux à l'aplomb du soleil. Donc là aussi, une herbe et une pousse qui va être de qualité différente, ce qui est aussi un avantage. On peut avoir une paire de pousses de l'herbe qui est plus longue, mieux protégée, et donc un pâturage qui peut continuer sur une autre période de l'année qui était envisagée. Donc ça, c'est plutôt une plus-value qui est avérée. D'ailleurs, les champs d'agriculture ont étudié le sujet, l'impact des panneaux solaires sur les animaux et les bovins. Et ce qu'ils préconisent, c'est d'avoir des onduleurs qui soient à l'extérieur de la ferme. C'est la seule préconisation pour éviter tout risque de perturbation auprès des animaux. D'accord, merci pour votre réponse. Est-ce En qu'il y aurait attendant, d'autres en a- questions? Pardon, je vous ai coupé. oui, Claire, en attendant, juste peut-être une potentielle question, juste pour vous repréciser un élément qui est intéressant, et qui va justement dans cette notion de comment on gère la production d'énergie. Aujourd'hui, en France, en fait, et en Europe, on observe des moments de surproduction. C'est-à-dire que l'énergie solaire, l'énergie éolienne et toutes les énergies renouvelables sont formidables de par leur constitution, leur localisation, leur nature, leur caractère vert, mais ils ont aussi leurs propres caractéristiques et défauts. C'est-à-dire qu'on obéit à ce que nous offre la nature, et du solaire, il y en a en journée, du vent, il y en a ponctuellement. Et donc, ça implique de développer des moyens de stockage et de flexibilité. Aujourd'hui, c'est un enjeu majeur, et on observe même sur le marché de l'électricité européen des prix négatifs. Pour vous donner une image, c'est quand même un exemple et quelque chose qui est assez parlant. C'est comme si un producteur de pommes sur un marché, puisqu'il a un surplus de pommes, il doit payer pour qu'on lui évacue ses pommes. Et bien, c'est ce qui se passe sur le marché de l'électricité en Europe. Et le phénomène augmente justement parce qu'il y a de plus en plus d'énergie renouvelable. Donc, on va avoir plus de solaire, plus d'éolien, mais aussi plus de flexibilité et un nouveau fonctionnement de la production électrique en Europe où on sera tous des producteurs, des consommateurs et des usages d'électricité qui vont être transférés à d'autres moments de la journée grâce à tous ces nouveaux moyens de pilotage de l'électricité. Donc, pour éviter les prix négatifs et la surconsommation à un moment donné, on va avoir de plus en plus d'énergie renouvelable, mais aussi de capacité de flexibilité. C'est vraiment le sujet, entre guillemets, à la mode qui est connexe au développement des énergies renouvelables. Voilà. Ok, alors je vois qu'il y a une question dans le chat. Oui, c'est une très bonne question aussi sur le financement de ces installations. Il est clair qu'aujourd'hui, les banques sont plus frileuses parce que la technologie est nouvelle.
Les banques, aujourd'hui, avaient l'habitude de financer des centrales solaires ou des toitures solaires qui avaient des tarifs d'achat garantis. Ça, on tend vers la fin. Par exemple, sur les toitures, aujourd'hui, en 2025, il n'y a plus de tarifs garantis sur les grandes toitures, pardon. Et on est aussi soumis à un appel d'offres. Donc, il y a vraiment une notion de changement de financement, de mode de financement, et c'est plus automatique. Le message de l'État, c'est de dire les énergies renouvelables sont compétitives, elles auront moins d'aide, voire plus d'aide, et nous, on vous invite plutôt à autoconsommer. Donc les banques aujourd'hui sont un peu frileuses, notamment, regardez, parce que la loi dit quelque chose qui est très important, que si la production agricole n'est pas maintenue pendant la vie d'exploitation, le préfet peut vous demander de démonter l'installation. Ça, c'est spécifique au cas de l'agrivoltaïsme, pour s'assurer qu'il y ait bien une continuité de la production agricole, à savoir même en état, il faut prouver 90% du maintien de la production agricole. Si ce n'est pas le cas, et que vos fraises poussent 2 fois moins bien qu'avant la présence des panneaux, et que vous avez mal évalué l'impact sur la culture, théoriquement, le préfet peut vous demander de démonter l'installation. Une banque avec ces aspects-là va être assez rigoureuse sur le financement. Donc oui, c'est plus complexe, mais ça va s'améliorer dans le temps. Alors, est-ce qu'il y aurait une autre question? Moi, j'en aurais peut-être. Ah, il y en a une qui vient d'être posée, donc de Monsieur Jean-François Chailloux. Quelle est la puissance du tracteur testé? Le tracteur envisagé est d'une puissance, plus précisément d'une capacité, parce que c'est très important. La puissance, c'est en mégawatts, et la capacité, c'est en mégawattheure ou en kilowattheure. Et la capacité aujourd'hui du tracteur qui est envisagé en développement est de 400 kWh. Pour donner un ordre d'idée, une voiture électrique, c'est plutôt de l'ordre de 50, 60, 70 kWh de capacité. Donc l'objectif, c'est d'avoir un tracteur qui soit en capacité de fonctionner 8 heures. Mais évidemment, c'est un vrai sujet, la notion d'autonomie pour tous les usages électriques. Et ce qu'il apparaît aujourd'hui, je vais vous citer John Deere, que j'ai entendu sur le sujet, qui pensait que sur des machines de moins de 100 chevaux, il y aurait une transition vers l'électrique, et sur du machinisme de plus de 100 chevaux, plutôt une transition vers des systèmes hybrides ou au gaz naturel. Sous-entendu, une moissonneuse-batteuse de plusieurs tonnes, on pourra difficilement la faire fonctionner électrique un jour, peut-être de manière hybride. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Alors moi j'en aurais une, c'est par exemple on est un agriculteur, en fait pour vous c'est quoi le profil idéal de l'agriculteur qui pourrait être pertinent en fait pour mettre en place ce type de dispositif? Alors il y a deux aspects, il y a l'aspect de typologie d'exploitation et l'aspect du profil de l'agriculteur. Les chambres apprécient qu'on ne s'invente pas agriculteur ou sur un nouveau métier. Par exemple, on ne passe pas du maraîchage à éleveur équin euh, pour justifier de la présence de panneaux. On a aujourd'hui beaucoup de tentatives de transition vers le métier d'éleveur au vin, de manière spontanée, qui est effectivement encouragée par cette double compatibilité. Donc, pour résumer, ce qu'on cherche, c'est des agriculteurs qui ont une vraie vision sur leur ferme, la volonté d'aller vers cette transition, une bonne connexion, une bonne crédibilité sur leur territoire. Ce sont déjà des agriculteurs qui sont connus et reconnus. Et il s'agit d'améliorer leur ferme et pas de réinventer leur métier. Donc, il y a aussi voilà, le statut, la façon dont l'agriculteur apprend sa ferme. On a pour l'instant des agriculteurs qui sont assez engagés et sérieux à nos côtés. Et sur le type de production, eh bien, c'est directement compatible avec tous les types d'élevage. Et c'est aujourd'hui le plus simple et ce qu'on recherche en priorité, des éleveurs de volailles, des bovins, ovins, mais aussi d'autres types de production. Là, on travaille avec des viticulteurs à qui on a demandé d'arracher et qui aimeraient transitionner, développer d'autres ateliers sur leur exploitation euh, et dans des régions où les paysages, parce qu'il y a vraiment cette notion-là, c'est un peu le troisième critère,
en termes d'acceptation du territoire et des paysages. Il est plus facile d'avoir ces nouvelles installations dans des paysages pas trop sensibles, dans des plaines, plutôt que dans des territoires vallonnés où il y a la notion de patrimoine assez fort, du tourisme ou de la randonnée qui peut être une autre priorité des élus et venir se confronter à cette modernité qui est un nouveau moyen de production de taille conséquente dans un territoire. Donc c'est aussi un paramètre important. Et d'ailleurs, est-ce que c'est compatible en fait avec des cahiers des charges de qualité type label rouge ou ce genre de choses? Est-ce que il y a un frein à, je pense en fait par exemple au poulet de louer ou est-ce que il parle beaucoup des parcours un peu arborés, agroforestiers dans ce type d'élevage. Donc, est-ce que c'est compatible dans les cahiers des charges, par exemple? C'est à regarder filière par filière. Euh, sur la partie goustée des volailles, par exemple, il y a eu beaucoup de réflexions du SINALAF, donc du syndicat en la matière, et qui a donné des recommandations et des directives pour respecter justement leur cahier des charges. Donc ça dépend de chaque filière et de chaque vision. Pour vous synthétiser, mais c'est de manière très synthétique, la Fédération des moutons est plutôt très dynamique sur le sujet. Elle accompagne les projets, les audits, on travaille très bien avec la FNO. La filière avicole aussi commence à définir des règles avec des dimensions assez précises sur comment on installe les ombrières dans des parcours de volailles, par exemple. La fédération bovine, elle est en état plus fermé. Au niveau de la FNB, il y a plus de difficultés d'acceptation, mais il faut travailler avec sa chambre locale, les syndicats locaux pour comprendre les spécificités et les attentes de chaque territoire qui peuvent être très différentes, y compris d'une chambre d'agriculture à l'autre. C'est pas pour critiquer les chambres, mais elles font aussi bien qu'elles le peuvent, mais on a parfois des différenciations assez fortes. D'un département limitrophe à l'autre, on peut avoir des orientations assez différentes. D'accord. Alors, est-ce qu'il y aurait encore une ou deux questions? Écoutez, je pense qu'on va peut-être pouvoir clôturer ce webinaire. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation et pour toutes les questions qui ont été posées. Donc, sachez que ce webinaire est enregistré. On vous transmettra le replay et le support de présentation à la fin de ce webinaire dans quelques jours. Merci à vous et puis très bonne fin de journée à vous. Merci à tous, au plaisir de Merci, faire au l'échange. revoir.